Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour tout le monde, mon nom est Christine Michaud et je suis ravie de vous accueillir ici pour cette table ronde sur un sujet, je pense, qui veut tous nous toucher un jour ou l'autre, du moins le jour où on va y arriver, parler de la vieillesse, mais avec beaucoup de douceur, d'amour, de bonheur, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est ce qui va se passer avec nos invités. J'en profite aussi pour inviter tout le monde qui est pas très loin d'ici. On est à la scène de Savoir Média. D'ailleurs, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut avoir l'animation de cette table ronde aujourd'hui. Alors, immédiatement, je vais accueillir nos invités en vous les présentant. D'abord, à ma droite, bon, vous la connaissez tous, sans doute, Louise Portal, qui est écrivaine, chanteuse, en plus de jouer au petit et au grand écran. On a pu la voir récemment dans le magnifique film et le livre qui l'a précédé, Il pleuvait des oiseaux. L'héritage des mots, qui est son nouvel ouvrage, nous donne accès aux échanges riches et colorés entre Louise et sa grand-maman d'adoption, Jeannette Rivière. Louise, tu nous donnes tous envie d'avoir une grand-maman d'adoption et de se mettre à correspondre ensemble. Alors, des passages vraiment lumineux, joyeux, émouvants. Merci d'être là. Je vais faire la présentation et je reviens à chacun d'eux pour qu'ils vous présentent vos livres avant de commencer officiellement la discussion. Ensuite, on a Jocelyne Robert. Je vais te débaptiser, Jocelyne. Non, c'est pas grave. Communicatrice et sexologue. Mais toi aussi, de toute façon, ta réputation n'est plus à faire. Publié une quinzaine d'ouvrages à succès, des essais, romans, livres pour les jeunes, traduits en 20 langues, c'est pas rien. Alors, tu rencontres des milliers d'adultes lors de conférences, tu éduques, vulgarises et tu as été récompensée à plusieurs reprises. On a l'impression que Jocelyne Robert, c'est notre amie secrète qui pourrait nous comprendre sur bien des sujets dans la vie. Alors, il faudrait que vous me compreniez aussi. Oui, ben oui, ça c'est un échange, hein, ça marche à deux. Alors, Vieillir avec panache, qui est son nouveau livre, qui est un cri du cœur, je pense aussi. Un cri du cœur, mais qui est ancré quand même dans un cri de raison aussi. Oui, ben, on va en parler. Sur des faits. OK. Ensuite, on a Roger ici. Alors, Roger qui est illustrateur, peintre et écrivain, une vingtaine d'albums jeunesse à son actif. Un travail qui lui a valu aussi de nombreuses reconnaissances, dont le prix du gouverneur général du Canada pour le gros monstre qui aimait trop lire. On en voudrait plus de ce genre de monstre dans notre société. Donc, dans le 5e recueil que tu nous proposes, avec Simon Boulris, tu as réussi le tour de force de complètement renouveler une série qui était de poèmes par des enfants. Et là, ben, on a demandé à écrire à des vieux enfants, on pourrait dire, hein, des gens qui ont été des enfants d'abord, d'écrire des poèmes aussi. C'est magnifique parce qu'il y a les illustrations, tes illustrations, mais c'est extrêmement touchant aussi. Alors, si je reprends avec Louise, puis que je vous demandais chacun votre tour, un premier petit tour de table, de nous dire un peu pourquoi vous avez écrit le livre que vous avez écrit et en lien avec notre thématique qui est sur Vieillir avec panache. Bien, écoutez, dans le monde où on vit avec tous les réseaux sociaux, on est toujours à la vitesse, c'est toujours... on bouscule, en fait, le temps, les émotions, les sentiments. Et reprendre l'art épistolaire, donc d'écrire avec une femme qui maintenant a 100 ans, elle m'a comme guidée, en fait, sur ce chemin du vieillir. J'aime mieux parler le chemin du vieillir que la vieillesse. Ouais. Parce que la vieillesse, c'est teinté de façon très négative. Puis Jocelyne va nous en parler. Nous arranger Alors, je vais vous lire juste un petit extrait d'une des lettres de grand-maman qui m'écrit de Québec le 14 mai 2014. Elle écrit, entre autres, « Le charme d'une lettre écrite à la main, c'est un sourire à une amie, une petite caresse, une vague, une petite bonté. C'est juste du papier, de l'encre et un timbre, mais c'est quand même magique. » Alors, Jeannette, qui a 100 ans, moi j'en ai 71, c'est ce qu'on s'applique à faire quotidiennement dans nos vies, c'est de créer la beauté et l'harmonie dans le monde. Par des petits gestes, et d'écrire à quelqu'un, c'est déjà se manifester par rapport... En partant du cœur, moi, je dis tout le temps que quand j'écris à la main, d'ailleurs, tous mes premiers jets de romans ou quoi que ce soit, c'est toujours à la main en premier. Puis mon mari, il rit de moi, mais ça part du cœur, puis ça fait ça comme ça, puis ça descend jusqu'au bout de mes doigts. Et c'est un geste que je fais depuis ma plus tendre enfance, écrire. C'est un privilège aujourd'hui de savoir écrire, de savoir lire. C'est beau ce matin de voir tout le monde à nouveau en présentiel dans un salon du livre. Alors, avec Jeannette,
on a abordé tous les grands thèmes de la vie qui sont d'ailleurs illustrés. Tu as vu, hein, Christine, avec des exemples de nos lettres, de notre calligraphie, les cartes, il y a des photos. On a traversé les grands thèmes de la vie, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la famille, les deuils à faire, les pertes, la mort, la maladie. Et Jeannette, peut-être parce qu'elle a toujours vécu au bord de la mer, elle a ce regard vers l'horizon constamment. Et je terminerai ma présentation de l'héritage des mots en vous disant que Jeannette, je lui ai parlé il y a encore 3 jours, elle habite à Maria en Gaspésie. Elle m'a dit, tu sais, mes cartes de Noël, Louise, là, j'en ai 150. Elle écrit une carte de Noël à chacun des résidents du Lady Maria, puis elle dit, le surplus, ça va aller à l'autre résidence. Wow! Oui. Bien, elle est très touchante, mais tu sais quoi, vous vous ressemblez, je pense, beaucoup. Oui. Et c'est ça qui fait que la correspondance est si douce et belle. Merci. Jocelyne, la vieillesse, Louise nous a allumé déjà avec le mot. Pour faire un lien avec Louise, elle dit vieillesse, il y a quelque chose de plus péjoratif, de plus mal perçu. Et moi, j'ai volontairement écrit vieillir. Oui. Ouais, puis tu parles de vieux et de vieille. Oui, et vieillir, mais pas vieillesse, parce que je n'ai rien contre la vieillesse, là. Mais au contraire, je trouve qu'il faut utiliser les vrais mots. Mais vieillir, c'est moins statique. Il y a quelque chose d'actif dans le fait de vieillir. Puis vieillir, c'est être vivant. Il y a la particule vie dans le mot vieillir, dans le mot vieux, dans le mot vieillesse. Et bon, pourquoi vieillir avec panache? Panache, parce que pour moi, panache, ça résume à la fois l'élégance, la force, l'énergie, l'être vivant, l'être qui avance, qui continue à foncer malgré, des petits bobos, malgré un petit peu plus de fragilité. Et pourquoi ce livre-là que j'ai écrit en pleine pandémie? En confinement. En plein confinement, alors que quand j'allais à l'épicerie, je me faisais regarder de travers avec mes cheveux blancs. Là, j'étais vraiment dans... Tout était annulé, j'étais pris dans la maison. Ah oui, c'est vrai, tu n'avais pas le droit. Non, j'avais pas le droit. Ben oui. J'avais pas le droit. C'est mon chum qui allait être un peu plus jeune. Et à un moment donné, il faut dire d'abord qu'en 2010, j'ai écrit Les femmes vintage. Donc, j'avais commencé à approcher. Et c'est un livre pour les femmes surtout, disons 50 ans et plus. Et suite à la publication de ce livre-là, j'ai eu une avalanche de courriels, puis avec les années, je continue à en avoir, d'hommes et de femmes vieillissants, qui me disaient combien c'était difficile pour eux et elles de vieillir, et ça me touchait. Et je me suis mise à avoir des invitations à aller donner des conférences, et dans des résidences de personnes autonomes ou semi-autonomes, puis auprès de groupes comme la FADOC, comme des associations de retraités. Et j'ai dû en rencontrer en 10 ans des milliers et des milliers, là. Et j'étais stupéfiée de voir comment c'était difficile de vieillir pour plusieurs et combien c'était beaucoup, je ne veux pas tout mettre sur le dos de la société, mais notre univers consommateur, mercantile, âgiste, qui faisait que c'était aussi difficile que ça. Alors, en plein confinement, je me suis dit, ça y est, tout ce que ces gens-là m'ont appris depuis 10 ans, plus moi, là, moi j'ai 73 ans aujourd'hui, donc je fais partie de la gang, là, tu sais. Je me suis dit, c'est le temps. Et je me suis assise, puis voilà, j'ai écrit Vieillir avec panache. Vraiment, je pense que c'est mon livre le plus habité, le plus habité. C'est un élan du cœur, on le sent. Puis c'est un essai, je pose la problématique, le problème de, pourquoi ce livre-là, quels sont les faits, et pourquoi est-ce que c'est si difficile de vieillir. Puis en deuxième partie, c'est faut réhabiliter des affaires. Il faut réhabiliter le droit d'être vieux, le droit d'avoir des rides, le droit d'avoir des cheveux blancs, le droit d'être beau avec tout ça, le droit d'avoir une sexualité, d'être actif, de vouloir continuer à vivre, à faire des choses. Et voilà. Donc, une partie constat qui est quand même très dynamique, puis une partie qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est vraiment ça. Quand vous allez le lire, c'est exactement ce que ça donne. J'ai l'impression que tu nous rééduques. Moi, c'est ce que ça m'a donné. Puis c'est pas juste de dire, oui, on est beau en vieillissant aussi, mais on peut être bien aussi. J'avais pas la prétention de rééduquer, mais sûrement la volonté de faire des prises de conscience. Mais ça, c'est clair. C'est clair qu'il y en a. Voilà. Merci. Roger. Oui. Un livre œuvre d'art. Je pense que c'est ça. Ça vaut la peine de le montrer aux gens. Je peux le montrer comme ça. On m'entend bien, oui? Oui, OK, très parfait.
En fait, je vais parler peut-être de la genèse du livre. Tu l'as un peu parlé tantôt, là, mais tout a commencé en 2018. Je venais de faire un livre avec des enfants. C'était avec Simon Boulris, c'était des jeunes immigrants. Puis l'idée derrière tout ça, c'était de donner une voix à des jeunes qui sont qu'on n'entend pas leur voix parce que dans les médias, ce qu'on entend, c'est souvent les journalistes, les gens qui parlent de ces sujets-là, c'est souvent pas les jeunes immigrants. Donc, je me dis, c'est dommage qu'on n'entende pas leur histoire à eux, parce que ce serait une façon touchante de les entendre et non rationnelle. On entend tout le temps le côté rationnel. Puis, ça a été vraiment intéressant de travailler avec ces jeunes-là. Puis, on voyait aussi que ça leur donnait de la confiance en eux. Ils venaient juste d'arriver au Québec, ces jeunes-là. Il y en a qui faisaient 2 mois qui étaient ici. Puis l'expérience avait été vraiment le fun. Puis Simon Boulris, à la fin du projet, il dit « Hey, tu sais quoi? » Il dit « Je m'en vais dans des résidences de personnes âgées. » Puis il dit « Je vais faire la même chose. Je m'en vais donner des ateliers d'écriture de poésie. » Puis il dit « Il me semble que ça serait intéressant de finir ta collection, ou en tout cas poursuivre, avec des personnes âgées au lieu que ce soit des enfants du primaire ou du secondaire. » Alors, j'ai dit oui tout de suite parce que j'ai trouvé l'idée fabuleuse, parce que c'est la même chose. Je trouve que c'est ça, dans la scène culturelle, médiatique, c'est pas les voix qu'on entend, c'est tout le temps à peu près le même groupe d'âge. Puis, on a besoin de les entendre, on a tellement besoin. Puis moi-même, tu sais, mon expérience, ça fait quand même un bout que j'ai perdu mes grands-parents. J'avais les grands-parents du côté de mon père habitaient dans le sous-sol chez moi. Fait que je me souviens, là, quand je descendais, j'allais les voir, on écoutait des émissions à la télé, mais juste, tu sais, leur présence, sans nécessairement parler, leur présence me faisait du bien. C'était mes grands-parents, puis c'était pas comme mes parents, c'était autre chose. Ensuite, j'ai perdu mes parents, et moi, j'ai une petite fille de 8 ans. Alors, elle n'a pas cette chance-là, je trouve, tu sais, ce contact-là que j'ai eu avec mes grands-parents. Je pense aussi aux parties de famille, tu sais, de ma grand-mère. Toutes ces voix-là se sont éteintes. Ils n'existent plus. Donc, je suis beaucoup avec... autour de moi, c'est beaucoup des gens de mon âge, je dirais, tu sais. Mais ça me manque. Puis ce livre-là, c'est comme une opportunité de faire vivre des voix de ces gens-là qui ont des choses à dire, qui ne sont pas des écrivains, mais qui ont écrit des trucs fabuleux. Là. C'est des poèmes touchants. Ouais. Et Simon, il a eu la brillante idée de les faire travailler en poésie sur le souvenir. Donc, nous, on dit des grands-enfants. Ouais. Alors, on dit poèmes de grands-enfants. Ouais. Puis, eux, ils parlent de leurs souvenirs, mais beaucoup axé sur les parfums, parce que le parfum, c'est un souvenir très, très fort. Ouais. On a les souvenirs visuels, mais le parfum, il y a un côté un peu plus poétique, puis peut-être intime. Oui. Alors, c'est ça. Les personnes dans les résidences qu'on a rencontrées, ils se sont adonnés au jeu. Avec Simon, ils ont écrit, avec moi aussi, parce que moi, j'étais là durant les ateliers. Moi, je les ai photographiés et j'ai fait les portraits. C'est un talent fou que tu as. Ouais. C'est incroyable de faire ces portraits-là. Bien, merci pour la présentation. Merci. Puis en même temps, ce qui ressort de vous trois, de vos écrits, de ce qu'on est en train de se dire, je pense que... En fait, je ne sais pas c'est où qu'on a arrêté de célébrer le fait de vieillir. Tu sais, c'est assez clair qu'on va tous mourir un jour. On est tous nés, on va mourir, mais... Moi, j'ai peut-être un regard là-dessus. Ouais. C'est qu'avec la vie moderne, on n'est plus dans le familial. Hein? Les grands-parents ne restent plus avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Et ça a comme tout effrité, en fait, le rapport. Puis là, on a été comme... ostracisés. Ouais. On a été mis au rencard. Et puis, c'est dommage que ce soit une pandémie qui ait ramené, en fait, notre présence. Bon, moi, je suis pas en résidence, je suis pas en CHSLD, mais j'ai pas d'enfants, mais j'ai plein d'amis qui sont des grands-parents et puis qui sont 70 ans et plus, 65 ans et plus, et qui sont... très actifs. Leurs petits-enfants, c'est la fête quand ils vont chez leurs grands-parents. Et puis c'est ça, hein, Jocelyne, qu'il faut... Oui.
ramener à la surface. Puis ce que je trouve, moi, très paradoxal, j'en parle d'ailleurs, j'ai un chapitre là-dessus dans le livre, ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de vieux et de vieilles. En passant, je le répète, vieux et vieilles, pour moi, c'est pas péjoratif, parce que je trouve le fait de donner autant de, comment on dit ça, le mot m'échappe, d'euphémisme pour parler des vieux, d'utiliser tellement d'euphémismes, ben, à force de pas nommer quelque chose, mais elle n'existe pas, cette chose-là. Et quand on dit, par exemple, personne âgée, je fais pas de reproche, je le dis moi-même. Tu l'as dit tantôt, et je le dis moi aussi, puis je le dis aîné, parce que on est habitué, on a été habitué. L'univers, les gouvernements, les autorités, on parle de personnes âgées, on parle d'aînés. Mais entre vous et moi, là, ma fille qui a l'âge de mon petit ami à côté, là, elle a 50 ans. C'est une personne âgée de 50 ans. Puis ma petite fille qui a 27 ans, c'est une personne âgée de 27 ans. Puis mon arrière-petite-fille, parce que je suis arrière-grand-mère, c'est une personne âgée de 2 ans et 3 quarts et 7/8e. Bon. Alors, il y a quelque chose de pas juste dans nos euphémismes. On évite de dire... On a peur des mots qui disent vieux, vieille, vieillesse. Et puis aîné. Moi, je suis aînée, tu sais, je suis une cadette de famille de 7 enfants. Je me sens pas aînée, puis je sais bien que je suis l'aînée d'un tel, puis que je suis la cadette d'une autre, mais je ne suis pas... Ma petite fille, elle est l'aînée de sa famille, elle a un petit frère de 7 mois, et je compte sur elle pour m'apprendre ce que c'est que d'être une aînée. et ce que je trouve paradoxal, je reviens à mon idée de départ, c'est qu'il n'y a jamais eu tant de personnes aînées. Âgés, de vieux, de vieilles, de seniors. Des fois, je les appelle les grands adultes avec un trait d'union. Tu parlais tantôt de grands... Et c'est un enfant, un jour, on a demandé qu'est-ce que c'est une grand-mère pour toi? Et il a répondu, c'est une mère qui a grandi. Et je me suis dit, les vieux, c'est des adultes qui ont grandi, hein? Pourquoi pas? Enfin. Et si je reviens à un exemple personnel, à mon arrière-petite-fille, elle est entourée de vieux et de vieilles. Je veux dire, elle a des grands-parents de 4 côtés parce qu'elle a eu des parents qui se sont séparés, des grands-parents qui se sont séparés. Elle a des arrière-grands-parents. Je ne suis pas sa seule arrière-grand-mère. Elle a des arrière-grands-pères biologiques, puis elle a des arrière-grands-pères par alliance. Elle les appelle ses alliés. Ah, c'est bien mignon. Hein? Et donc, alors que moi, j'ai pas connu mes grands-parents. Je les ai pas connus. Il y avait des enfants partout. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de vieux. Pourquoi tu penses que moi, j'ai adopté une grand-mamme? Tu vois, parce que moi, j'ai connu juste une grand-mère. Elle est décédée la veille de mes 12 ans. Et puis, j'avais pas ce lien avec un aîné, une aînée qui pouvait m'accompagner, m'apprendre tant de choses. Et puis, c'est tellement enrichissant d'être au contact de ces gens-là. C'est une transmission de sagesse aussi, ce que tu as dû ressentir quand tu as fait leur portrait puis tu les as rencontrés. Oui. Surtout que toi, c'était manquant, comme Louise. De vous, ça se ressent. Ça me fait un peu penser. Ma mère est décédée en 2017, donc là, mon père, c'était un petit peu avant. Puis, c'était une période que je venais de déménager à Montréal. J'avais des Îles-de-la-Madeleine. Puis, notre voisin, il avait exactement le même âge que ma mère. Donc, il est né en 1937... à 2 semaines d'intervalle. Puis, c'est un monsieur qui était toujours sur son balcon. C'est la rue Lanaudière, c'était mon voisin. Donc, Puis les gens allaient le voir, il était tout le temps sur son balcon, il y avait tout le temps du monde autour de lui. Puis, jase, super sympathique. C'est un monsieur, tu sais, qui a travaillé comme directeur aux douanes du Canada. Tu sais, comme une grande carrière. Puis là, il y a une marchette. Tu sais, il peut pas marcher, mais il est sur son balcon, les gens arrêtent. Puis je trouvais ça le fun parce qu'on voit moins ça aujourd'hui, tu sais, les gens qui s'assoient en avant. Puis, Mais on voyait ça sur les perrons d'église. Ouais, tu sais, à l'époque, le dimanche, les gens se parlaient. Ouais. Mais c'est en plein ce que toi, tu nous ramènes comme idée avec les correspondances, c'est de dire, c'est pas d'attendre aussi, tu sais, que là, on dit justement ces personnes-là, qu'on a l'impression que la société est en train de mettre de côté. Ouais. Bien, est-ce que nous, on n'a pas une responsabilité aussi d'aller les rechercher, de dire, je vais m'intéresser, c'est ce que vous avez tous fait. Le lien, c'est ça, c'est ce lien-là qui est tellement riche. Ouais. Tu sais, cet homme-là, quand j'allais le voir, des fois, j'y apportais de la bouffe, il y avait frites à l'heure. Je dis, donne-moi une commande. Ouais. On était petite bière sur son balcon, on mangeait nos trucs. Puis moi, je l'écoutais, parce que là, il me racontait Hochelaga après la guerre. Là. Il habitait là, une famille italienne, puis...
C'était incroyable, tout ce qu'il avait à raconter, cet homme-là. Moi, j'y posais des questions, il sortait des photos. Donc, on a tissé un lien que moi, j'avais perdu, puis que je trouve beau. J'ai appris plein de choses. C'est enrichissant. Ouais, effectivement. Vraiment. Tu voulais dire J'allais juste dire que moi, je dis aux personnes que je rencontre aussi, c'est vrai ce que Louise dit, on les interpelle peu, tout ça, mais ils ont aussi leur place à prendre. C'est sûr que je parle davantage, moi, des personnes vieillissantes qui sont autonomes ou passablement autonomes. Là. C'est une autre affaire quand on est dans un CHSLD, c'est évident. Mais il faut aussi le prendre, cet espace-là. Il nous appartient. Et très souvent, comme on est un petit peu pointé, comme il y a beaucoup d'agisme, les gens se retirent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, les femmes surtout, hélas. Bien, les femmes, on peut parler de la période de l'âge invisible. Moi, je viens d'arriver dedans. J'ai eu 50 ans cette année. Mais c'est fou, on se dit... Je te trouve très visible. Moi. Merci. Alors, mais quand même, c'est vrai. On se rend compte qu'il y a comme... Moi, je ne l'ai pas vu venir, en plus. Honnêtement, la blague que je fais, c'est que je pense que je me suis réveillée un matin puis je me suis regardée dans le miroir. Je dis, mon Dieu, je suis ridée. Mais c'est comme si la veille, je m'en étais pas aperçue. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est ça. Il faut prendre de l'avance. Il faut prendre de l'avance? Oui. Moi, quand j'ai eu 63 ans, j'ai dit bientôt, j'aurai 65. Puis j'ai fait la même chose avec 70. À 68 ans, j'ai dit, ben là, j'aurai 70. Mon mari me disait, mais non, Louis, c'est juste dans 2 ans. Gars, je prends de l'avance. Justement puis c'est pour ça que j'ai laissé aller mes cheveux blancs. Parce qu'à un moment donné, on a commencé à mettre des perruques blanches. J'ai dit non. Là, moi, j'ai des cheveux blancs depuis l'âge de 30 ans. Fait que moi, j'ai commencé bien avant la pandémie à garder à revenir à ma couleur naturelle, qui était blanche. Puis j'ai dit, ils me mettront des perruques. Puis ils m'ont mis une perruque foncée pour faire cheval serpent. Tu vois-tu? Parce que moi, je trouvais que c'était tous des moyens d'accueillir. J'aime beaucoup le mot accueillir parce que dans le vieillir, il y a le mot accueil. Hein? Il faut accueillir ce qui est là, puis voir, comme dit Jocelyne, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là? Bien, l'accepter, l'honorer. Puis j'aime bien quand tu dis, on parle beaucoup de l'importance de mourir dans la dignité. Est-ce qu'on ne peut pas vieillir dans la dignité aussi? Voilà. Je pense que c'est... vieillir en beauté, c'est ça que ça veut dire, c'est prendre soin de tous les aspects de notre être et surtout ne pas démissionner. Moi, je suis amie avec Kim Yaroshevskaya qui a 98 ans et puis Kim... Elle descend encore dans les jardins. On a été voisines pendant quelques années à l'île des Sœurs. Toujours un crayon, un petit cahier. Elle s'assoit sur un banc. Elle continue d'écrire. Puis là, quand on va s'asseoir avec elle, j'ai quelque chose à vous lire. Hein? Parce qu'elle a un petit filet de voix maintenant. Mais elle est toujours en train d'écrire, de se présenter, en fait, dans sa créativité. Elle ne démissionne pas. Et ça, pour moi, c'est probablement une piste, justement, pour mieux vieillir, mieux l'accepter. Oui, puis vieillir, au fond, c'est quoi, tu sais? Bon, évidemment, je ne veux pas dire des affaires là, qu'on sait, là, qui sont des lieux communs, mais c'est une sorte... Sans faire de grandes théories, c'est une sorte d'œuvre à réussir. C'est beau, vieillir, c'est une sorte d'œuvre à réussir. Et puis, je ne sais pas ce que Louise disait tantôt, je ne sais plus si c'est Louise ou Roger. Les personnes âgées, très souvent, moi, en tout cas, quand je suis avec mon arrière-petite-fille, ce dont je me rends compte, c'est qu'elle a aucun préjugé. Elle n'en a pas. Donc, il y a une rencontre. Très souvent, on dit les vieux retombent en enfance. Ils retombent pas en enfance. Ils sont juste davantage capables d'émerveillement. Ça, je le pense vraiment. Et comme les enfants sont capables d'émerveillement, bien, j'ai cette espèce de rencontre. Et quand on parle d'agisme, moi, je voudrais rappeler qu'il y a bien des gens qui pensent que c'est un peu comme le racisme. Hein? L'agisme, au fond, c'est peut-être le racisme le plus international qu'il n'y a pas, là, le plus mondial. C'est pas juste dire... Il n'y a personne d'agiste qui va dire « Moi, j'aime pas les vieux. » Puis, en tout cas, on ne l'entend pas souvent. Là. Il y en a qui osent le dire. Mais c'est la manière qu'on les infantilise aussi. C'en est de l'agisme, ça. Dans les centres, là, quand j'entends, moi, des préposés ou des infirmières ou peu importe à interpeller une dame ou un homme en disant « Oh, qu'est-ce que vous m'avez fait là? C'est un gros dégât, ça! Vous ne pourrez pas aller au salon habillé comme ça. » Bien, ça me met hors de moi. Fou. Et ça, c'est une forme d'agisme, d'infantiliser. Et ça, les personnes, les vieux et les vieilles, ils s'en rendent compte de ça. Quand tu les rencontres, ils te le disent.
ils reçoivent ça mal, comme un manque de respect, ça les blesse. Oui, mais ce qui est triste aussi, moi, j'ai vu ça, ma mère est décédée justement de la COVID-19 en novembre passé, et elle était dans un CHSLD. Quand j'allais la voir, c'est ce que je voyais exactement ce que tu viens de raconter, mais ce que je trouvais d'une tristesse inouïe, c'est de voir ces gens-là qui ne réagissaient plus. Peut-être par découragement. On voit que ça les attriste, on voit que ça les touche, mais ils n'ont même pas la force peut-être ou l'élan de réagir. C'est parce que... Juste une petite parenthèse, je te cède la parole. Moi, il y a un homme qui m'a écrit, il n'y a pas si longtemps, là, après le livre, il m'a dit, « Madame Robert, c'est bien beau, là, tout ce que vous écrivez, puis j'ai bien aimé ça, mais moi, je me sens perçue, comme dans l'annonce, un serre-pu à rien. » Un serre-pu à rien. Oui, vous savez l'annonce là, des vieux... Vous savez pas, la publicité à la télé, là, les vieux ordiers, c'est des serre-pu à rien, serre-pu à rien. Je me sens perçue comme ça. Et ça... Je trouve ça épouvantable. C'est un monsieur qui a toutes ses facultés, là, tu sais, qui... Alors, le regard que... Tu sais, les préjugés par rapport aux personnes vieillissantes, c'est terrible. On entend, ils sont plus capables d'apprendre, ils connaissaient rien en informatique, ils ont plus de sexe, ils ont plus... tu sais, ils sont plus productifs. C'est terrible, c'est des préjugés, c'est des clichés, puis c'est pas toujours vrai. On met tous les vieux dans le même, comme si on était tous hypothéqués, fragilisés en CHSLD. Oui, carrément ça. Non, c'est super intéressant. Moi, on dirait que le temps, on voit ça très linéaire, hein, comme si le passé n'existait plus aussi. On dirait, moi, j'aime voir ça comme vertical. Là. Donc, j'aime voir, tu sais, les gens vieillissants, justement, voir l'enfant, tu parlais d'émerveillement. Bien, moi, je l'ai vu aussi avec le projet, là, tu sais, quand on les fait écrire de la poésie, on voit la beauté de l'émerveillement, la poésie, tout ça. Mais j'aime ça voir tous les âges, tu sais, parce qu'ils portent tous ces âges-là dedans d'eux. Donc, le voisin que je parlais tantôt, mais je voyais l'homme solide aussi, tu sais, dedans, qui était directeur, tout ça, tu sais, ça me fascinait. Là, il y avait sa marchette, mais il y avait encore, tu sais, cette espèce Quel âge il y avait? Il y avait, quand je l'ai rencontré, il y avait 80. OK. Il y avait 80. Puis, il y avait des problèmes de santé, tout ça, mais sa tête était toute là. Puis, mais je voyais ses époques. Puis, tu sais, il m'en parlait aussi, tu sais, quand il était adolescent, il avait acheté un kiosque de journal, tu sais, genre à 19 ans, entrepreneur, tout ça. Fait que moi, quand je voyais pas une vieille personne. Je voyais, il s'appelait André, je voyais tous ces âges. Mais, tu vois, on fait beaucoup. La société, en ce moment, elle s'intéresse beaucoup à l'écologie. Hein? Là, on a des bacs pour récupérer ici, puis on a des bacs pour déposer ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec notre génération, là, qu'on s'en va là, vers 80, puis 85, puis 95? Moi, aujourd'hui, j'ai une amie qui a 75 ans, qui devait aller voir son petit-fils, mais il fallait qu'elle prenne sa voiture, puis qu'elle se déplace au loin. Bien, elle n'est pas allée, parce qu'il y a du verglas, parce qu'il y a de la pluie. Si on pouvait un jour, moi, c'est mon rêve, là, pour les générations qui vont venir, d'avoir, même dans les grandes villes, des villages où les gens pourraient se retrouver avec toutes les générations. Moi, j'habite sur la Rive-Sud où je vois des adolescents, des enfants, des poussettes, des gens de mon âge, des gens beaucoup plus âgés, et c'est très riche. C'est un environnement très riche parce qu'il y a une rue avec des boutiques, des petits restos, on va faire notre épicerie, on fait tout à pied. Et il y a on a ça beaucoup dans les villages encore en France, mais au Québec, ça n'a jamais été pensé comme ça. Bien, au Japon, sur l'île d'Okinawa, au Japon, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais j'avais vu un reportage à un moment donné, un documentaire, puis on nous montrait les enfants, quand ils revenaient de l'école, directement, il n'y avait pas de service de garde. Ils s'en allaient chez leurs grands-parents, même si ce n'était pas leurs grands-parents, eux. Ils allaient chez les grands-parents. Puis là, les grands-parents jouaient avec les enfants. Les enfants écoutaient ce que les grands-parents avaient à dire. Puis là, quand on les voyait témoigner, ils disaient, on entendait les enfants dire « Ah, mais tu sais, c'est tellement extraordinaire quand je passe du temps avec eux, je suis contente, Puis les personnes, les grands-parents, eux autres disaient « Mais ça nous rajeunit d'être avec eux, là. Tu sais, on est obligé de bouger, puis etc. » On se sent vivant, tout à fait.
contact est tellement beau entre l'enfance, la vieillesse. tout à fait. Moi, je rêve vraiment de ça aussi. C'est une résidence construite à côté d'une école. Puis là, ils jardinent ensemble, il y a de la musique ensemble. Mais le CHSLD où était ma mère, il faisait ça avant la COVID. Okay. Mais il y avait une garderie juste à côté et il faisait des échanges entre les résidents et la garderie. Oui, ça commence. Comme moi, j'ai eu une demande pour guider un projet d'écriture entre une résidence pour aînés et une école à des enfants dans une école. Ouais. Oui, c'est magnifique. Oui. Il y a des projets intéressants. Dans certains CPE, garderies, ils invitent des grands-parents à venir faire la lecture aux enfants. Et ils restent après. Là, on devrait même le faire au Salon du Livre. Absolument, ça pourrait être grands-mamans, des grands-papas qui viennent faire la lecture aux enfants. C'est vrai. Bonne idée. Je trouve aussi que la société doit s'impliquer. Comme moi, après mon projet, justement, ça me fait du bien de les côtoyer, vraiment. Puis là, j'ai commencé à faire du bénévolat. Tu vois? Puis je me suis dit, je vais prendre du temps dans ma semaine, quelques heures, là. Ouais. Puis je me suis inscrit à un organisme. Puis en fait, je vais faire des épiceries à des personnes âgées qui habitent des vieilles personnes. Non, je veux pas... Non, ici, on a le droit de tout dire. Oui, puis c'est pas une question de pas avoir le droit, c'est juste de réfléchir aux mots. C'est ça, ils habitent encore chez eux, mais ils ont des problèmes de mobilité. Donc, moi, je vais chez eux, ils me donnent leurs épiceries, je pars. Mais c'est le fun, parce que là, je m'assois avec eux autres, on jase, c'est touchant, puis tu sais, je vois leur lumière dans leurs yeux, le plaisir qu'ils ont de me rencontrer, moi aussi. Je vais faire l'épicerie, des fois, ils me demandent d'autres choses, je reviens. Puis, ce contact-là, pour moi, tu sais, je me sens utile. Fait que pour moi, c'est super important aussi. Ouais. Puis eux autres, je le sens dans le regard. Des fois, tu sais, il y en a beaucoup aussi, tu sais, que, comme eux, ils ont des problèmes de mobilité. Donc, ils peuvent pas sortir comme ils veulent. Les liens se sont restreints aussi avec le temps parce que la famille, les gens décèdent, les amis aussi. Ouais. Donc, cette solitude-là, parce qu'il y a ça aussi, là, ils sont face quand même de plus en plus. Oui, plus qu'on vieillit, plus qu'on est face à une solitude. Donc, je me dis, il faut s'impliquer. Moi, on dirait que je rêverais de tous les gens retraités qui s'impliquent. Je suis certain qu'il y en a plein qui le font. Le vieillir, ça se prépare. Moi, je crois vraiment qu'on vieillit comme on a vécu. Puis ça se prépare en amont. Parce qu'on ne peut pas arriver à la retraite ou à 60, 65 ans, 70 ans. Puis on se réveille un matin, puis on fait « Oh my God! » Là, je vais vivre. Là, non, il faut préparer, puis se dire « Bon, mais quand je vais être à la retraite, c'est quoi? Mais est-ce que j'ai des nouvelles passions? Est-ce que j'ai des nouvelles activités? » Puis je trouve que ta suggestion d'implication, de faire du bénévolat, c'est une excellente façon, justement, de se préparer à se vieillir, parce que tout à l'heure, on va être on est tous concernés. Mais je pense aussi que ça nous ramène beaucoup, ton exemple et ton idée, dans la présence. Tu sais, on est dans un monde qui va vite, on est très connecté technologiquement, on le voit, la plupart des gens qui sont toujours sur leur téléphone, etc. Bien, je pense que quand on prend du temps avec quelqu'un d'autre comme ça pour aller questionner, échanger, etc., bien, on est vraiment dans la présence. Puis moi, ce qui m'a marqué récemment, c'est qu'il y a un anagramme entre deux mots qui sont étreinte et éternité. C'est toutes les mêmes lettres placées différemment. Étreinte et éternité. Ouais. Donc, est-ce que pour moi, étreindre, c'est passer du temps, c'est être avec l'autre, etc. Et donc, est-ce que je ne suis pas dans l'éternité quand je fais ça? Oui. Donc, quand tu es pleinement présente, finalement. Et tu sens bien moins que tu vieillis quand tu es tout à fait présente. Je veux dire, ça revient à ton idée de... Mais ça, c'est la grande difficulté humaine. On est toujours soit dans le passé, soit en avant. Qu'est-ce que je vais faire? Puis où est-ce que je m'en vais? Puis j'ai assez d'argent. Puis... Ou ben non, mon Dieu, que j'étais heureuse avec lui, puis il m'a sacré là. Puis, tu sais, on est toujours un peu... en comparaison. Dans le moment. Et c'est pour ça que l'enfant... Et il est dans le présent. Ouais. Il est dans son jeu, à toutes les étapes que son jeu comporte. Et quand il arrive devant une personne qui a du temps, qui est capable d'être présente à lui ou à elle, il y a quelque chose de magique, que j'appelais plutôt l'émerveillement. Là. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment magique. On dirait que ça fait écho à quelque chose. Je trouve que, tu sais, on est fait comme ça, lui-même. On est des bébites rationnels. Hein, on est tout le temps en train de juger, d'évaluer. Notre tête est tout le temps... On est préoccupé, beaucoup. Puis je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'irrationnel, puis un peu comme tu dis, du contact avec l'émerveillement, donc notre instinct. Puis je trouve que le contact avec des jeunes,
avec des personnes vieillissantes. On dirait qu'on va retrouver ça, justement, le moment présent, l'instinct aussi. Il y a quelque chose de... Oui. Puis qu'est-ce qu'il y a au fond de tout ça, là, ce qu'on est en train de dire là? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est l'amour, finalement. Tu sais, est-ce qu'on est capable assez d'amour de soi? Là, je ne parle pas de narcissisme du tout, là. Non. Mais tu sais, d'accepter, de s'accepter, etc. Puis plus on est, je pense qu'on génère d'amour. de tourner vers les autres, hein? Puis ça, là, ça demande, dans le monde où on vit, une grande générosité puis une grande ouverture de se tourner vers les autres. Pas être juste sur son Parce que, nombril. tu sais, ce que tu as dit tantôt, là, même, on voit ça là, dans les restaurants. Il y a toute une génération qui sont au restaurant ensemble, mais qui ne se parlent pas. Ils sont dans leur cellulaire, bien sûr. Alors, tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont être à repenser et à revisiter. C'est pour ça que je dis, on s'occupe de l'écologie de la planète, mais est-ce qu'on s'occupe de l'écologie de l'être humain aussi, de son âme, de son cœur, de son émotif, de son monde intérieur, de sa spiritualité. De son bonheur. Bien là, tu amènes un autre point, la spiritualité. On pourrait peut-être en parler. Tu sais, on le sait, on a perdu beaucoup le côté, bon, que ce soit la religion catholique, plusieurs ont jeté le bébé avec l'eau du bain, vu les frasques qu'on connaît. Mais est-ce qu'on n'a pas justement besoin, encore plus en vieillissant, de se connecter à quelque chose de plus grand que soi? Tu sais, on ne sait absolument pas où est-ce qu'on s'en va après. On n'a pas de preuve de rien. Mais vous vous situez où par rapport à ça? Avec son monde intérieur, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est la voix intérieure. Pour ça que je dis, moi, le matin, quand j'écris mon journal, c'est ma prière, ma méditation. C'est ça, ma prière. Ouais. C'est avoir cette conversation avec la partie divine en nous et honorer la partie divine en l'autre, en prenant soin de lui. Tu sais, comme quand tu parles à ta Juliette Roméo là, sur son balcon, bien, tu es tourné vers lui, tu t'intéresses à lui, puis toi, ça te nourrit. Alors, c'est tout ce rapport-là à l'autre qui est essentiel. Mais je pense aussi que la spiritualité, elle est multiple. Oui, hein? Elle est multiple. Moi, je vois des personnes là, de mon âge, d'ailleurs j'en suis, qui ont une relation, par exemple, avec leur chat. La plupart des vieilles ont des chats. Oui. Ou des chiens. Beaucoup des chats. Beaucoup des plus. chats? Oui, Okay. plus des chats. Pour toutes sortes de raisons, là. Je ne vais pas faire mon animalière ici, là, mais bon. Et il y a quelque chose dans le rapport avec l'animal, qui est le toucher, qui est le contact, qui est l'affection. Bien, la présence. Bien, il y a une dame qui me dit, mon chat, le matin, il vient à côté de mon visage, il me fait une petite tape comme ça, et il me fait un bec sur le bout du nez. Bien, il ne fait pas de bec, là, mais il fait bon. Ouais. Et je pense que la spiritualité, c'est vraiment... ça mais il faut rappeler... Puis je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais c'est pas facile. On vit dans un monde où on te dit constamment, t'as pas le choix de vieillir, mais t'as pas le droit de vieillir. Fait que il y a de quoi devenir... tu sais, c'est le propre de la contradiction. Ouais. T'as pas le droit de vieillir, mais t'as pas le choix de vieillir. Alors, il faut que tu te démerdes là-dedans, là. La jeunesse, l'idée, le concept de vouloir toujours avoir l'air de 20 ans, pas avoir de ride. Ça, on pourra en parler longtemps. D'avoir des seins au but à 80 ans, ça se peut pas, là, ça. Ben, ça se peut si... bon, enfin, on se comprend, là. Autrement, ça se peut pas. Et il y a... c'est pas facile. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. Tu touches un sujet tellement important, puis je pense que vous allez être tous d'accord. D'ailleurs, il faut que je le dise, Louise, avec son amoureux, moi, ça a toujours été mon modèle de couple, tu sais, parce que quand je regarde Louise avec Jacques, je me dis, elle est pétillante. Elle a 15 ans, tu sais, peut-être même moins quand on la regarde. Je me dis, donc l'amour, il n'y a pas que l'amour amoureux, mais c'est pour ça que je parlais d'amour tantôt. Je pense que la spiritualité amène ça. Absolument. C'est que ça illumine, c'est parce que la beauté, en fait, ce qui émane, c'est la beauté intérieure. Mais oui, c'est la lumière. Oui, moi, pas des traits. Mon amie Francine, elle est plus jeune que moi, puis elle a beaucoup de rides parce qu'elle a une peau très fine, elle a comme un visage de soie. Mais elle est belle, elle est tellement belle qu'ils lui ont donné ils l'ont interviewée pour la presse il y a 2-3 ans, tu sais, parce que... Elle était un modèle. Oui, c'est sûr. C'est accueillir ce qui est là, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Oui. Puis la beauté, là, moi, il y a quelque chose qui me frappe, ça aussi, j'en parle, c'est qu'il y a juste dans l'humanité, chez les êtres humains, qu'on a de la misère à reconnaître la beauté des personnes âgées, des vieux et des vieilles. Dans la vie, pensez-y une seconde, là, on capote sur les maisons ancestrales,
On est en émerveillement devant un vieux chien de 22 ans qui s'en va, puis qui est tout... bon, Une montagne millénaire. Voilà, l'arbre centenaire. Ouais. On est là, c'est-tu beau, c'est-tu beau? Un vieux sac patiné, là, j'ai pas là mon sac. Oui, un vieux sac patiné, un grand vin qui a vieilli, qui a bien vieilli. Et puis tout à coup, bang, t'arrives chez les humains, ils sont toutes lettres après... Il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est tellement ça, t'as raison. Il y a quelque chose qui marche pas. Alors que la beauté aussi, elle est multiple. Pourquoi des cheveux blancs avant, on trouvait ça laid? Là, c'est en mode, là. Je dis pas c'est en mode parce qu'on a tous les deux cheveux blancs, mais on voit des filles de 20 ans avec les cheveux blancs là, qui se font teindre. Bon. Mais pourquoi est-ce que ça serait pas beau? Qu'est-ce que c'est ce stéréotype de beauté-là qu'il faut ressembler à Madonna? On peut être rousse, être... Mais même Madonna, là, c'est fini. Oui, bien oui. Jocelyne était en retard. C'est plus Madonna. Je suis dépassée, c'est à cause de mon âge, tu comprends? Roger, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, toi, dans notre gang, dans notre discussion de filles? Je ramène à la spiritualité qu'on parlait tantôt. Puis moi, j'adore l'écrivaine Hélène Dorion, l'écrivaine poète, philosophe. Oui. Puis j'ai lu beaucoup de ses livres, puis c'est fou, là, la force qu'elle a dans son écriture. Puis à un moment donné, elle parlait de... Ben, tu sais, quand on va mourir, qu'est-ce qui reste? Puis c'est clair, on le sait, c'est matériel, on oublie ça, tu sais, l'argent, tout ça, mais qu'est-ce qui reste? Elle nommait 3 choses, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis moi, je vois beaucoup de spiritualité là-dedans. Fait qu'elle dit, il reste la grâce, la gratitude et l'amour. La grâce, la gratitude et l'amour. Wow. Fait que moi, de la façon que je vois ça, c'est, tu sais, gratitude, oui. Tu sais, quand tu vis intérieurement avec une gratitude, je suis chanceux de ce que j'ai, tu sais, ma fille, les contacts avec mes amis. Tu sais, quand tu te nourris de tout ça, de gratitude, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Fait que là, on oublie tout le côté physique, peu importe. Ensuite, la grâce, ça, je vois ça comme l'émerveillement, tu sais. On en parlait tantôt, la capacité de s'émerveiller aux choses. Quand on nourrit ça, l'émerveillement, la gratitude, puis évidemment l'amour, ça va avec. les liens d'amitié. Je pense que quand on vit avec ça, comme Hélène le dit, quand on le fait vivre, qu'on le nourrit en dedans, moi, je trouve que c'est... puis c'est ça, la spiritualité, effectivement. Là, tu m'ouvres une porte. Moi, j'ai ma grand-mère paternelle qui est morte à presque 102 ans. Puis quand elle a eu 100 ans, je suis allée la voir, puis j'ai dit, grand-maman, c'est quoi... on la vous voyait, cette grand-mère-là. Mais c'est quoi votre secret? Parce qu'elle n'avait jamais été hospitalisée, jamais malade. Jamais de botox filler non plus, là. Très acceptée dans ce qu'elle vivait. Mais j'étais sûre qu'elle allait me dire, je le sais pas. Mais non, elle me dit 3 choses. C'est une chance que j'ai posé la question, sinon on serait passé à côté. Mais elle m'a dit, j'ai toujours fait ce que j'aimais ou appris à aimer ce que je faisais. C'est quand même important aussi de dire on ne peut pas toujours nécessairement faire ce qu'on aime, mais on peut apprendre à aimer. Ensuite, elle avait dit la gratitude. J'ai toujours eu beaucoup de gratitude pour ce que je possède, ce que je vis, les gens autour de moi, etc. Puis la 3e chose, êtes-vous curieux de savoir c'était quoi? Une cuillère à thé de graines de lin à tous les matins. Bon, ça, on va le retenir. Moi, c'est pas pire. J'en mets le matin dans mes céréales. J'ai l'amour. Ah oui, puis une petite once de gin, c'est vrai. Mais ça, elle ne l'avait pas nommé, mais je suis obligée de vous dire que c'était ça aussi. Ah, ça, je vais l'adopter. J'ai dit, c'est comme aussi, tu sais, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Tout à fait. C'est un cliché, là. Mais moi, des fois, je suis dans ma baignoire, puis je fais de l'arthrose. Qu'est-ce que tu veux, je vieillis, je fais de l'arthrose. Le bas du dos, puis les genoux, puis le cou. Puis des fois, j'ai mal, je suis dans mon bain. Puis là, tout à coup, je change d'attitude au lieu de me mettre à chialer. J'ai encore mal. Là, je me dis, hey, c'est formidable, je sens mon corps. Ouais. Je le sens, puis un jour, je le sentirai plus. Et donc, je suis vivante. Voilà. Puis si je peux sentir la douleur, je peux aussi sentir le plaisir. Oui. Donc, j'ai quelque chose qui est une richesse, au fond. C'est pas évident, mais il faut aussi se donner des petits... Je pense même un peu en conclusion de cette rencontre, tu sais, c'est toi qui m'as inspiré avec ton idée d'une Old Pride. On a la Gay Pride, on a plein de Pride, de toutes sortes d'affaires, mais on n'a pas une parade des vieux, on pourrait dire. Oui. Et ça serait donc formidable, en quelque sorte. Bon, c'est pas une idée géniale en temps de pandémie, sans doute, mais peut-être après, qui sait. Oui. Mais l'idée sur laquelle, moi, personnellement, je vais rester, grâce à vous aujourd'hui, grâce à cette discussion, aux lectures de vos livres, évidemment, respectifs, c'est l'idée de célébrer, de célébration, qui vient pour moi avec dignité, mais dire, est-ce qu'on peut juste se rappeler, si tout le monde aujourd'hui qui écoutait
cette rencontre, si on se rappelait juste de célébrer un petit peu plus la vie. Parce que si on célèbre la vie, on célèbre aussi le fait qu'on va vieillir à l'intérieur de cette vie. Alors, j'aimerais ça rapidement, un dernier tour de table, vous donner la parole une dernière fois, parce qu'il me reste peut-être un petit peu plus qu'une minute, mais pour nous dire, c'est quoi votre intention du cœur ou profonde? Il y a des gens qui vont vous lire, là, qui vont lire ces nouveaux ouvrages. C'est quoi le cadeau que vous voudriez leur offrir par ce livre? Bien, on est à un mois de Noël. J'aimerais ça que les gens prennent le temps d'écrire une carte à une personne. Une carte de Noël, une carte de vœux avec 3-4 petites lignes de poésie, juste pour se manifester à l'autre. Bien, et je crois que vous allez être inspiré à le faire vraiment en lisant toutes les lettres. Puis non seulement, j'ai envie de dire, non, pas juste en lisant, en regardant. Parce que c'est très visuel. Très visuel, livre, très beau aussi, puis on a envie de faire pareil. Merci, Louise Portal. Je vais donner vos kiosques respectifs aussi parce que vous en allez tous, je pense, en séance de signature. Louise, c'est 404 chez Druide, hein, c'est ça? Alors, et toi, ma chère Jocelyne, ton cadeau de vieillir avec panache? C'est à ton tour. De nous parler d'amour, bien ça, tu viens de le moi, faire pas mal. Ce que je dirais, c'est quand chacune d'entre vous qui êtes là, qui entendez, vous refusez quelque chose, vous mettez une croix sur quelque chose, se demandez, est-ce que c'est moi qui veux pas ça? Est-ce que ça m'a été... et cessez d'avoir peur, allons-y. Vous avez envie de rappeler une vieille copine, vous avez envie de revoir un ancien chum. Le pire qui peut vous arriver, c'est qu'elle vous dise non. Effectivement. Mais ne pas s'empêcher de poser un geste. Et puis moi, je veux dire aussi que j'étais très, très contente d'être avec Louise, Roger et toi. Et ça, maintenant, ça fait partie de ma vie. Est-ce que ça me plaît d'être là? Oui. Ouais. Et si ça me plaît pas, j'y vais pas. Ouais, maintenant. Il faut que ça fasse oui, hein? Oui, il faut que ça fasse oui en dedans, comme on dit. On a peut-être quelques secondes, Roger, OK. tu nous dises ton cadeau à toi. Bien, je pense que je vais y aller avec le bénévolat parce que je travaille pour 2 organismes, puis il manque de monde. Les 2, ils cherchent des gens. Fait qu'on dirait que mon souhait, ça serait que peut-être que le livre ou tout ça, ou nos rencontres, fassent en sorte qu'il y a des gens qui... peut-être qu'ils aillent au-delà de leur peur, parce qu'il y en a peut-être ça leur fait peur, mais qui osent, tu sais, aller faire du bénévolat. S'investissent. Parce que c'est tellement riche des 2 côtés. De se rendre... Juste être utile à des gens, je trouve ça formidable. Bien, merci infiniment. Moi, je suis au 10-13. Oui, c'est vrai, vos kiosques. 10-13. 10-13. Et Roger? À la bagnole, je sais pas le numéro. La bagnole. OK, bagnole. Je pense qu'on va vous trouver. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci Louise, Merci. Roger Merci, et Jocelyne Christine. pour votre présence, Merci à toi. votre inspiration aussi. Et donc, tout ce qu'on a à vous souhaiter maintenant, c'est de continuer de bien vivre et de bien vieillir, d'être heureux, de vous amuser, d'en profiter. Je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça. Mais c'est nécessairement utile puisque c'est joli, comme disait le Petit Prince. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Voilà, Christine. ben merci à vous. C'était très Hein? sympathique, ma Très chère. agréable. C'était cool, puis je pense que c'est ça que ça doit être. Hein? Ça va avec le fait C'est un de... bel espace, hein? Il est bien.